Bien, nous allons terminer ce semestre, puisque finalement c'est notre dernière séance du semestre. Le semestre suivant va se dérouler à peu près comme celui-ci, c'est-à-dire les CM seront consacrés à la pédagogie, les TD seront plutôt consacrés à la grammaire et les TP à la dissertation. On commencera le semestre, cependant, quelque part en janvier, je ne sais encore pas, par une forme de concours blanc. C'est-à-dire, vous aurez une épreuve. Cette épreuve, elle, vous la ferez, vous ne la ferez pas, c'est un choix de votre part, mais enfin, vous aurez l'occasion de vous tester en quelque sorte dans des vraies circonstances de concours. Donc, un concours blanc en français, dissertation, la partie linguistique, puis ça vous permettra de voir un peu quelle est la marge de manœuvre ou la difficulté de l'exercice. Le concours est lointain, mais enfin, il faut quand même s'en préoccuper. Il faut quand même essayer de se préparer aux différentes épreuves en temps limité. Oui, dites-moi. Oui, il y a tout, il est complet. Non, c'est les trois parties de l'épreuve. Les trois parties du concours, c'est dissertation, ensuite il y a grammaire, et puis ensuite il y a lexique, analyse des mots et ce qu'on n'a encore pas véritablement fait. Mais on fera un concours tel que le sujet pourrait être celui du concours final. 3 heures, et puis une copie, et puis une estimation. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour aujourd'hui? On va essayer de terminer la notion que nous n'avons encore pas abordée, qui fait la transition entre nos deux semestres, c'est la notion de verbe. Alors, le verbe, on en a déjà parlé un petit peu lors de nos précédentes séances, dans les groupes, dans la phrase, mais c'est un problème en soi que l'analyse du verbe. Pourquoi? Parce que le verbe peut être observé selon tout un ensemble de regards, de perspectives, qui fait qu'on peut vous interroger sur beaucoup de choses sur les verbes. On est dans mon chapitre 1, les classes de mots. On a les noms, les pronoms, les adjectifs, et puis, eh bien, il y a la notion de verbe. Et sans doute, ce que je vais vous dire aujourd'hui permettra aussi de clarifier ce qui était l'objet de mes deux précédentes séances, à savoir les groupes dans la phrase. Puisqu'à un moment dans la notion de verbe intervient le groupe formé par le verbe. Donc, qu'est-ce qu'on met dans un groupe verbal? Évidemment le verbe, mais sans doute, en général, d'autres éléments. Pas toujours, mais quelques-uns. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous demander sur les verbes? C'est la question par laquelle j'aborderai le principe. On va y consacrer au moins 5 heures sur ce verbe. C'est une notion assez complexe. Il y a deux notions vraiment complexes. C'est la phrase, subordonnée en particulier, et le verbe, dans notre programme de grammaire. Tout d'abord, les verbes, les élèves ont appris à les classer en fonction des groupes. Il y a 3 groupes de verbes. Cette notion de groupe de verbes, donc vous vous rappelez par exemple que le premier groupe, c'est les verbes en ER, le deuxième, c'est une partie des verbes en IR, et le troisième groupe, c'est le reste. Ces groupes, ils renvoient à des conjugaisons identiques. Tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même façon. Par exemple, au présent, c'est E, la terminaison ES, E. Je mange E, tu manges ES, il mange E. Donc, tous les verbes du premier groupe se conjuguent de la même façon. Tous les verbes du deuxième groupe se conjuguent de la même façon. Et le reste, il y a des conjugaisons un peu plus exotiques. Les verbes du deuxième groupe, c'est ceux qui se terminent par ir, mais qui de surcroît ont une particularité, c'est qu'ils font leur participe présent en issant. Gémir, gémissant. Finir, finissant. Mais en revanche, partir, partir, pas partissant, hein, partir, partant. Donc partir, il est dans le troisième groupe. Finir, finissant. Bon, deuxième groupe. Venir, venant. Donc venir,
il est dans le troisième groupe. On peut partir du participe présent, ils sont, ou alors de la première personne du pluriel, ils sont, nous finissons, nous gémissons, dormir, nous dormons, dormant, et non pas dormissant, donc dormir, troisième groupe. Donc pourquoi est-ce qu'on fait une petite distinction dans les verbes en ir? Il y en a qui sont dans le deuxième groupe, d'autres dans le troisième groupe, parce que la notion de groupe, elle renvoie à une régularité de conjugaison. Premier groupe, même conjugaison. Deuxième groupe, même conjugaison. Mais ce ne sont que les ir faisant leur participe présent en qui sont. Et puis tout le reste qui est un petit peu aléatoire. Dans le reste, par exemple, on trouvera aussi le verbe aller, qui pourtant se termine par ER, mais le verbe aller est tellement aberrant dans sa conjugaison. Je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. Changement de radical complet. Donc, troisième groupe. Il n'a pas la régularité de conjugaison des verbes en ER, manger, penser, etc. Alors, je vous ai fait passer une petite feuille. On avait assez de feuilles? Oui, j'en ai encore quelques-unes ici. Alors, c'est plein de types d'exercices. Alors, objectivement, classer les verbes en fonction de leur groupe, je ne pense pas qu'on vous le demande. Pourquoi? Parce que les élèves savent le faire. Donc, il y a une valeur ajoutée qui est la vôtre. Alors, si on vous le demandait, c'est qu'il y aurait des verbes qui sont des verbes qui posent problème dans le corpus. Pourquoi? Parce que il y a une hésitation possible entre, en particulier, le deuxième et le troisième groupe. Momifier, ER, premier groupe. Molletonner, ajouter du molleton, c'est-à-dire une doublure. Premier groupe. Mollir, mollissant. C'est plutôt maintenant, on n'utilise pas trop mollir, mais ramollir. C'est composé. Ramollissant. Deuxième groupe. Mondialiser ER, monnayer ER, mordorer, rendre jaune, doré. ER, mordre, troisième groupe. Mourir, ça ne fait pas mourissant, mais mourant. Donc, troisième groupe. Mugissant, mugir, donc deuxième groupe, mugissant. Multiplier ER, munir, munissant, munissant, munissez-vous de vos. Deuxième groupe. Mûrissant, deuxième. Mentant, et pas mentissant, mentant, donc troisième groupe. Donc, vous voyez, c'est une activité un peu automatique qui n'a pas véritablement d'enjeu particulier. Alors, il peut y en avoir sur des verbes qui sont plus rares. Vous voyez, vous avez à chaque fois mes exercices marchent par deux. Un qu'on fait ensemble et puis un que vous ferez tout seul si vous avez besoin de poursuivre un petit peu. Les deux derniers qui sont gésir et oïr. C'est ce qu'on appelle des verbes défectifs. Défectifs, ils font défaut. Ils font défaut, c'est des verbes qui nous sont hérités directement du Moyen-Âge. Non pas toutes les conjugaisons, toutes les personnes. Défectifs, ils font défaut, ces verbes-là. Le verbe gésir, il s'emploie quand vous savez quelle forme il a le verbe. Le gésir, il s'emploie plutôt au participe présent et à l'imparfait. Qu'est-ce que c'est que la forme de gésir à l'imparfait? Gésir. Non, c'est. Oui, c'est ça. C'est giser. Il fait gésir au radical, mais en fait, conjugaison, il fait giser. On le trouve sur les pierres tombales. Ij, ici, repose, siji. Il se trouve au participe présent, le loup gisant sur la route, virgule, le chaperon s'approcha de lui, gisant. Ça donne d'ailleurs un nom, un gisant, c'est une statue à l'horizontale sur une tombe qui représente le défunt. Donc, gisant, donc si J, ici J, c'est un présent. Gisant, un participe présent. Gisant sur le fauteuil, il avait perdu connaissance.
Et puis, ça s'emploie à l'imparfait qui est gisait. Il gisait sur la route. Mais à part ça, les autres personnes, les autres temps font défaut, verbes défectifs font défaut. Et puis c'est la même chose sur oïr. Ça ne s'emploie plus que dans une vieille formule médiévale qui est oyez, oyez. C'est un impératif. Écoutez, oïr, c'est écouter, oyez, oyez. On voit le nom qui va avec, c'est Louis. Louis. Audition. Donc c'est, voilà. À part des pièges de ce type-là, il n'y a pas grand-chose que l'on peut. Oïr, ça fait oyant, donc ça ne fait pas oïssant. Si ça faisait oïssant, ce serait troisième, ce serait deuxième, mais comme c'est oyant, oyant, fuyant, c'est du troisième groupe. Pour pouvoir être du deuxième groupe, il faut vraiment faire isson, issé ou issant. Nous finissons, vous finissez, finissant, participe présent. Mais fuir, par exemple, ça veut dire nous fuyons, vous fuyez, il fuyant, ça ne fait pas le is. Garantir, garantissant. Deuxième groupe. Bon, ça, je serais tenté de dire que c'est une question qui peut difficilement vous être posée, sauf sous une forme un peu bizarre où il gisait sur la route, vous dire quelle est la nature de ce verbe. Quel est l'infinitif de ce verbe. Bon. Voilà, vous savez donc il gisait sur la route, c'est le verbe gésir. Plus certainement demandable, le classement des verbes en fonction de leur complément. En fonction de leur complément. Et là aussi, il y a trois possibilités. Et ça fait donc la liaison avec ce que nous disions la semaine dernière. Les verbes, ils sont dits attributifs. Première catégorie, ils sont dits attributifs. Synonyme, verbe d'état. Un verbe d'état, un verbe attributif, ça veut dire la même chose. Verbe d'état, verbe attributif. Être, paraître, rester, demeurer. Avoir l'air de. Je suis jeune. Verbe d'état suit. Le résultat, c'est que ce qui suit, on appelle ça un attribut du sujet, une caractéristique du sujet. Et les mots ont quand même du sens en grammaire. Attribut, un attribut, c'est un qualificatif. Un attribut, c'est une caractéristique. Un attribut, c'est une particularité. Donc, ce qui suit un verbe d'état, c'est une particularité du sujet attributif. Donc, de tous les verbes que vous avez dans un texte, eh bien, une part sera considérée comme attributif. Ils ont un attribut du sujet. Comme complément, ils ont un attribut du sujet. C'est les verbes donc d'état. La deuxième possibilité, c'est qu'ils soient intransitifs. Alors, là aussi, ça a du sens. Le mot a du sens. Mais vous avez le sujet ici, vous avez le verbe là, et puis il y a quelque chose qui transite, quelque chose qui passe. Et ils sont intransitifs, ben, il n'y a rien qui passe. Donc, après le verbe, il n'y a rien. Il n'y a rien qui dépasse le verbe. Le groupe verbal n'a pas de complément. On sent complément. Sans complément. On les dit intransitifs. Exemple, je dors, je m'éveille, je pars. Et dans cette phrase-là, je pars, il n'y a rien au point, je pars, point, il n'y a rien au-delà de part. Donc ça signifie que le verbe est dit intransitif parce qu'il n'a pas de complément. Pas de complément. Et puis, dernière solution, eh bien, il est justement transitif. Il y a quelque chose qui passe au-delà du verbe, quelque chose qui traverse le verbe. Et ce qui va avec le verbe, c'est donc son complément. D'où mon cours de la semaine dernière, que les compléments du verbe,
Ils sont de plusieurs caractéristiques, plusieurs natures, mais on les dira direct, indirect. Le verbe est transitif direct, le verbe est intransitif indirect. Indirect, c'est qu'il y a une préposition avant le complément, et direct, il n'y a pas de préposition. Je vois Marie. Je vois Marie. Si je supprime le mari, la phrase a peu de sens. Je vois. Je vois. Je dis qu'est-ce qu'il voit? Donc le mari sera complément du verbe. Et ce sera un complément direct parce qu'il est directement collé au verbe. Je vois qui? Je vois Marie. En revanche, donc je pense à Marie. Vous voyez que là, entre le verbe et le complément, il y a un objet. Il y a cette fameuse préposition à, de, par, pour, avec, sans, contre, loin de. Ça nous fait donc un complément indirect. Le verbe sera dit transitif indirect. Transitif direct, le complément est tout de suite collé au verbe. Transitif indirect, le verbe est suivi d'une préposition et de son complément. À, de, par, pour. Alors c'est là que intervient cette notion de groupe dans la phrase. Parce que là, quand on parle de complément transitif direct indirect, on parle vraiment de l'intérieur du groupe verbal. Dans le groupe verbal, nous avons le verbe, bien sûr, mais quoi d'autre? Eh bien, le verbe est un attribut. Le verbe est rien d'autre. Le verbe est son complément qu'on appelle donc essentiel, parce qu'il est essentiel à son sens. Si je reprends mon petit cours de la semaine dernière, vous avez un groupe sujet, bon, un groupe verbal, et potentiellement, je le mets entre crochets, un groupe complément de phrases. Ce groupe complément de phrases, il garde les caractéristiques énoncées la semaine dernière, c'est qu'il est déplaçable et il est supprimable. Quand on parle de la nature des verbes en fonction de leur complément, donc attributif, intransitif, transitif, on se place ici, dans le groupe verbal. On se demande, y a-t-il des compléments dans le groupe verbal? Si je dis chaque soir, je sors le chien, chaque soir, je sors le chien, je m'interroge, est-ce que le verbe sortir a un complément ou n'en a pas? S'il n'a pas de complément, on dira intransitif. S'il a un complément, on dira transitif. Chaque soir, je peux le déplacer, je peux le supprimer. Je sors le chien chaque soir. Donc ce complément-là ne m'intéresse pas. Il n'est pas avec le verbe. Il est déplaçable, il est supprimable, il est dans le complément de phrase. Donc je ne m'en occupe pas du chaque soir. Le seul qui pourrait m'intéresser, c'est chien. Qu'est-ce que c'est exactement comme fonction chien? Ben, chien, il est complément essentiel direct. Je sors quoi? Je sors le chien. Donc, dans le groupe verbal, je vous avais dit la dernière fois que dans le groupe verbal, il y a le verbe, mais les compléments essentiels directs, indirects, plus quelques autres, parfois des temps, des lieux, des manières, des mesures, des poids. Je mesure 1,80 m. Donc, le chien, c'est un complément du verbe sortir. Je sors quoi? Le chien. Donc là, il est dans le groupe verbal. Ce qui me fait dire donc que sortir, c'est un verbe transitif direct. Le sortir et son complément sont collés l'un à l'autre. Le chien est collé à sortir.
Donc, pour savoir si le verbe est transitif ou intransitif, il faut réussir à déterminer si ce qui est collé au verbe, c'est du complément de phrase, déplaçable et supprimable, ou si c'est du complément du verbe. Hein, rappelez-vous, je donne encore un exemple. Et puis, la semaine dernière, je vous avais donné un exemple. Le renard chasse les poules la nuit. Le renard chasse les poules la nuit. Ben, la nuit, il se déplace, il se supprime. Il n'est pas complément du verbe. Par contre, les poules, ça ne se déplaçait pas. Les poules, le renard chasse. Pas très. Le renard, les poules chasse. Ça marche pas très bien. Le renard chasse les poules. Les poules, c'est le complément du verbe chasser. Donc, il est dans le groupe verbal. Donc, le verbe est transitif direct. Oui, alors votre question. Ben, transitif, c'est qu'il a un complément. Et intransitif, c'est qu'il n'en a pas. Il n'en a pas. Euh, je, je surveille les enfants. Je surveille quoi? Les enfants. Les enfants, c'est le complément du verbe surveiller. Le résultat, c'est que, là j'ai le groupe verbal, le verbe surveiller a un complément, il est donc transitif. En revanche, si je dis je pars, ah vous m'énervez, je pars, je pars. Ben, oui, je pars, il n'y a rien au bout. Donc, il n'a pas de complément. Donc, pas de complément, résultat, il est intransitif. Il y a des verbes qui sont toujours intransitifs ou toujours transitifs. Et il y a des verbes qui peuvent être l'un et l'autre en fonction des emplois. Oui, dites-moi. Du coup, c'est transitif indirect ou direct avec la préposition? Direct, parce qu'il n'y a pas de préposition. Si c'était indirect, il y aurait une préposition là, à, de, par, tout. Comme il est directement collé au verbe, le complément est direct. C'est la différence entre complément d'objet direct et complément d'objet indirect. Vous avez souvenir après. Si, si vous me dites, est-ce que tu peux garder les enfants quand je vais faire des courses? Je réponds, je surveille. Ouais, je surveille, c'est tout. Dans cet emploi-là, surveiller, il est intransitif. Il n'a pas de complément. Là, il a un complément, mais là, il n'en a pas. Peut être utilisé de manière transitive ou intransitive. Il y a une phrase de Descartes qui est extrêmement bizarre dans sa construction, qui est je pense, donc je suis. Et je suis, c'est pas du tout du français, ça. Hein. Je suis. Ça ne peut pas du tout s'employer comme ça, le verbe être. Le verbe être, c'est un verbe attributif. Il y a toujours quelque chose au bout. Je suis grand, je suis facteur, je suis petit, je suis rapide, je suis quelque chose. Avec Descartes, je pense, donc je suis, point. Donc ici, il utilise ce verbe-là de manière intransitive. Parce qu'il n'y a euh, pas de complément. C'est la même chose sur je pense. Théoriquement, penser, c'est plutôt un verbe transitif indirect. Je pense aux vacances. Je pense à quoi? Aux vacances. Il y a une préposition, complément du verbe. Le verbe a un complément indirect à cause de la préposition. Il est donc transitif indirect. Mais dans je pense, point, donc je suis, Descartes l'utilise de manière intransitive. Ouais, c'est un usage un peu particulier. Oui. Est-ce qu'on peut avoir un autre exemple de verbe attributif? Alors, c'est être, c'est les verbes d'état. Être, paraître, rester, demeurer. Donc, ça nous donne je reste enseignant, j'ai l'air d'être vieux. Donc, ça, c'est le complément de ce verbe un peu particulier, avoir l'air de. Je demeure en attente. Ça, c'est les compléments de demeurer.
En fait, les verbes attributifs, c'est un type de verbe très particulier dans la liste. Il y en a une petite dizaine. Tout être, paraître, rester, demeurer. Il y en a quelques autres encore moins d'usage. On va en voir dans les textes d'exercice. Donc, tout l'enjeu, en fait, tout l'enjeu, c'est de se demander si les mots qui sont après le verbe, ils appartiennent au groupe verbal ou pas. Est-ce que les mots qui sont après le verbe, ils appartiennent au groupe verbal ou pas? Et puis, la difficulté aussi, enfin, là, ce n'est pas une difficulté, c'est une chose à se rappeler, c'est qu'on analyse tous les verbes. Rester jeune est possible. Il y a le verbe être, mais il y a rester aussi. Donc, dans cette phrase-là, j'analyserai les deux verbes. Ça, c'est un verbe d'état. Il a un complément qu'on appelle un attribut du sujet. C'est un verbe attributif. Et puis rester, c'est aussi un verbe attributif. Jeune est son attribut du sujet. Donc là, j'ai dans cette phrase-là, deux verbes, et les deux verbes sont attributifs. Parler fort ne fait pas avancer le débat. Parler fort ne fait pas avancer le débat. Parler fort ne fait pas avancer le débat. J'ai un verbe ici, j'ai un verbe ici, puis j'ai un verbe ici. Donc la question c'est, ont-ils des compléments? Alors, ne fait pas quoi? Et avancer, c'est le complément de faire. Donc faire, il est transitif. Et avancer quoi? Le débat. Le débat, c'est le complément d'avancer. Donc ces deux-là sont transitifs. Avancer est le complément de faire, et le débat est le complément d'avancer. Ils sont tous les deux transitifs. Alors maintenant, il faut savoir ce qu'on fait de fort. C'est un adverbe. Et dans les faits, la notion nous aide. Adverbe, ça va plutôt avec le verbe. Le fort, est-ce que je peux le déplacer? Est-ce que je peux le supprimer? Est-ce qu'il va avec le verbe ou est-ce qu'il ne va pas? Parler ne fait pas avancer le débat fort. Fort parler ne fait pas avancer le débat. Le fort va nécessairement avec le parler. C'est un complément de manière. C'est un complément de manière qui va avec le verbe parler. Donc en l'occurrence, parler, il aura un complément. Donc il est attributif, il est transitif aussi. Bon, vous avez tout un ensemble ici d'exemples qu'on va prendre qui vont clarifier sans doute la chose. Donc c'est deuxième encadré, classer les verbes suivants en fonction de leur complément. Donc on fait un grand 1, grand 2, grand 3. Et dans ce grand 1, grand 2, grand 3, on indique les verbes qui vont avec. Donc on a des verbes attributifs, des verbes intransitifs, et grand 3, des verbes transitifs. Première catégorie directe, deuxième catégorie indirecte. Tout l'enjeu, c'est de se demander où sont les compléments du verbe, et s'il y en a. Donc dans la première phrase, la voiture arrive dans la cour. La question qui se pose, c'est dans la cour, qui est un complément de lieu. Dans la cour, est-ce que ça va avec le verbe ou pas? Est-ce que c'est un complément de phrase? Est-ce que ça supprime et ça se déplace?
ou est-ce que ça va nécessairement avec le verbe? Donc, il faut manipuler le truc. Dans la cour, la voiture arrive. Que ça veut dire quelque chose? A priori, oui. La voiture dans la cour arrive. Ça marche aussi. Et puis, la voiture arrive. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Donc, vous voyez, dans la cour, il est déplaçable, il est supprimable. Donc, ce n'est pas un complément du verbe. C'est un complément qui est circonstanciel, qui va dans le groupe complément de phrase. Donc, le verbe tout seul, il est arrivé. Il est arrivé. Donc, il n'a pas de complément. La voiture arrive. On le mettra dans les verbes intransitifs. Mais c'est un raisonnement qu'il faut tenir. C'est ce que l'on pourrait mettre avec le verbe. Est-ce que ça y est vraiment avec le verbe? Est-ce que le complément d'objet est véritablement... Est-ce que ce qui est écrit après le verbe est véritablement un complément du verbe? Ou est-ce que c'est un complément de phrase, ça se déplace, ça se supprime? Oui, la phrase suivante, elle est beaucoup plus claire. Elle semble, ça ne veut rien dire tout seul. Elle semble. On a absolument besoin du vide. Voilà une phrase fort curieuse, on a besoin du vide. Donc, être, paraître, rester, demeurer, sembler, c'est un verbe d'état, semble vide, un verbe attributif. La phrase suivante, elle est plus claire encore. Le chauffeur voit. Et ça ne veut rien dire, le chauffeur voit. Ça veut dire que pour que le sens soit complet, le verbe doit avoir besoin d'un complément, d'un morceau qui s'y attache. Le chauffeur voit quoi? Une place libre. Donc le groupe nominal, une place, avec son expansion par adjectif libre, une place libre, c'est le complément direct, et les directs du verbe voir. Donc il est transitif, direct, voit, une place. On va faire un petit arbre. Et je vais après à faire des arbres. Je vais vous montrer qu'on fait des arbres la dernière fois. On va en faire un pour essayer de clarifier un petit peu la situation. Je vais modifier un peu la phrase. Dans la nuit, le chauffeur voit une place. Dans la nuit, le chauffeur voit une place. Si je m'interroge sur les compléments du verbe, je serai nécessairement dans le groupe verbal. Complément du verbe dans le groupe verbal. Alors, essayons de déterminer ce que sont ces objets. Ça, c'est une préposition. À, de, par, contre, avec, sur, dans, dedans, dehors. Ça, c'est un déterminant. Et ça, c'est un nom. Qu'est-ce que ça fabrique? Ben, ça fabrique un objet qu'on appellera un groupe nominal. Et comme il est introduit par une préposition, soit on l'appellera un groupe prépositionnel, soit un groupe nominal prépositionnel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai un groupe nominal. Un déterminant, un nom. Ben, ça fabrique quoi? Ça fabrique un groupe nominal. Pas très difficile. Et puis j'en ai un autre groupe nominal, un déterminant ici, et un groupe nominal. Et puis ça, c'est un verbe. Donc si je m'interroge sur la nature des objets, hein, c'est cette ligne-là. Préposition déterminant non, déterminant non, verbe déterminant non. Si j'essaie de les rassembler en fonction des classes de mots, les noms vont aller avec leur déterminant. En l'occurrence, celui-là, en plus, il a une préposition. Le nom va aller avec son déterminant, ça me fait un groupe nominal, et ici aussi. Alors, c'est maintenant que la question, elle se pose de savoir si, dans tout ça,
il y a un groupe sujet, ça c'est obligatoire. Un groupe verbal, c'est obligatoire. S'il y a un groupe complément de phrase, et puis si le verbe a un complément. Qu'est-ce qui fait sujet? Le groupe sujet, ce sera celui qui fait l'action, ce sera le chauffeur. Le chauffeur sera le groupe sujet de cette phrase-là. Ensuite, le verbe va évidemment faire partie du groupe verbal. Verbe ou verbal. Est-ce que ce groupe verbal, il peut se contenter du verbe? Dans la nuit, le chauffeur voit. Pas trop. Qu'est-ce qu'il voit? Dans la nuit, il aperçoit. Ah, il aperçoit quoi? Dans la nuit, il vit. Il vit quoi? Donc, on attend quelque chose d'autre. Et ce qu'on attend, eh bien, ici, on a un complément d'objet. Il voit quoi? Il voit une place. Donc, dans le groupe verbal, on aura le verbe et puis un complément qui complète le sens du verbe. Et quand j'isole groupe sujet, groupe verbal, la phrase, elle doit avoir du sens. Le chauffeur voit une place. Le chauffeur voit une place. Ça a du sens tout seul. Et si j'avais supprimé place, ça n'aurait pas de sens. Le chauffeur voit une. Si j'avais supprimé juste une place, le chauffeur voit. Je demande ce qu'il voit. Donc le groupe verbal, il a nécessairement besoin d'une place. Il est dans le groupe verbal. Conséquence de quoi? C'est un verbe qu'on dira transitif. Et comme le complément est tout de suite collé au verbe, on le dira transitif direct. Et puis alors, qu'est-ce que je fais de celui-là? Celui-là, soit il va avec le groupe sujet, soit ce sera le troisième morceau. Le troisième morceau, c'est le groupe complément de phrase. Et pour ça, il faudrait qu'il soit déplaçable et supprimable. Alors, quand on a comme ça trois groupes, on voit bien ce que ça veut dire déplaçable et supprimable. Ça veut dire qu'il peut rester là où il est, il pourrait aller ici, ou il pourrait aller ici. Il peut aller avant le groupe sujet, dans la nuit, le chauffeur voit une place. Il peut aller entre le groupe sujet et le groupe verbal, le chauffeur dans la nuit voit une place. Ou il peut aller après le groupe verbal, le chauffeur voit une place dans la nuit. Pourquoi il est complément de phrase ce morceau-là? Parce qu'il est déplaçable et supprimable. Évidemment, ça ne se déplace pas n'importe où. Ça se déplace entre les différentes composantes de la phrase. Ça se déplace avant le groupe sujet, après le groupe sujet, après le groupe verbal. Vous allez essayer de m'en faire. Je ne vais pas dû effacer. Et peu groupe, complément, sujet. Vous allez essayer de m'en faire une petite analyse comme ça. Le chat aperçoit la souris sur la fenêtre. Le chat aperçoit la souris sur la fenêtre. Sur, c'est une préposition précise. En fait, vous voulez savoir ce que c'est. Donc, une première ligne, on va dire ce que sont ces objets. Préposition déterminant, non déterminant. Une deuxième ligne dans laquelle on va les regrouper. Ça, c'est un groupe prépositionnel et un groupe terminal. Et puis une troisième ligne, on va se dire, bah, ceux-là, ils sont déplaçables, supprimables, c'est le groupe complément. Celui-là, c'est le groupe sujet. Celui-là, c'est le groupe verbal. Il y a une ligne qui fait comme ça. Ensuite, il y a des regroupements. Et puis, ça finit. Sujet, groupe verbal, et puis éventuellement, groupe complément de phrase.
Complément, groupe sujet, groupe verbal. Oui, C'est quoi précisément CED? complément essentiel, direct. C'est le mot objet qui a été remplacé. Complément d'objet direct, complément d'objet indirect. Ça s'appelle des compléments essentiels directs. Maintenant, c'est pour faire comprendre aux élèves que ils sont pas ils sont pas supprimables. Ils sont essentiels au verbe. Donc, gardez le mot COD si vous préférez COD ou COI, complément d'objet direct, complément d'objet indirect. Mais on les appelle essentiels pour rappeler qu'ils ne peuvent pas être déplacés ni supprimés. Voilà, je vous laisse essayer de me faire descendre cet arbre-là. On peut commencer par ce dont vous êtes sûr. Chat, c'est un nom. Apercevoir, c'est un verbe. Souris, c'est un nom. Connaître, c'est un nom. Vous voyez, on peut fonctionner aussi, quand on ne sait pas trop, on peut fonctionner par élimination. Bon, ben, qu'est-ce qu'il y a devant les noms? Il y a des déterminants. Déterminants, déterminants, déterminants. Ben, ça nous donne déjà une info, hein, c'est que ça nous fabrique un groupe nominal. Ça nous fabrique un groupe nominal. Et puis ça nous fabrique un groupe nominal. Alors, le sur, j'avais dit ce que c'était. C'est une préposition. Donc, ça veut dire que ça va nous fabriquer un groupe nominal avec une préposition. Groupe nominal prépositionnel. Ensuite, ben, qui est-ce qui aperçoit? C'est le chat. Donc, le chat, ce sera le groupe sujet. Bon. Ensuite, dans le groupe verbal, il y aura nécessairement le verbe. Mais est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ben, pour le savoir, il faut essayer d'imaginer ce qui se passerait si on supprime souris. Le chat aperçoit sur la fenêtre. Le chat aperçoit sur la fenêtre. Le chat aperçoit. On attend quoi? Aperçoit quoi? Donc la souris, vous voyez, est nécessaire au sens. Vous allez dans la rue, vous dites à quelqu'un, le chat aperçoit. La personne ne sait peut-être pas de quel chat vous parlez, mais enfin, ce qui la choque le plus, c'est qu'il ne sait pas ce qu'on aperçoit. Donc le aperçoit, il fonctionne avec le verbe. Donc je le mets dans le groupe verbal. Alors après, je réfléchis pourquoi? Ben, parce qu'il a une fonction qui est d'être aperçoit quoi? Un complément d'objet direct, complément essentiel direct, c'est un complément qui nous dit ce que le chat aperçoit. Et puis, même question sur la fenêtre. Sur la fenêtre, j'en ai absolument besoin. Le chat aperçoit la souris. Est-ce que ça a du sens? Ben, ça a du sens, donc je peux le supprimer. Mais est-ce que je peux le déplacer? Sur la fenêtre, le chat aperçoit la souris. Le chat, sur la fenêtre, aperçoit la souris. Ben, à l'évidence, je peux le déplacer et le supprimer. Je peux le déplacer, c'est-à-dire je peux le mettre là où il est. Je peux le mettre entre le groupe sujet et le groupe verbal.
entre avant le groupe sujet, je peux le supprimer et je peux le mettre avant, au milieu, après. C'est donc le groupe complément de phrase. Aperçoit, le verbe a donc un complément, la souris, qui est collé à lui. C'est un verbe transitif, direct. Transitif direct parce qu'il est directement collé à lui. Une odeur de chocolat flotte dans l'air. Et comme exemple ensuite, une odeur flotte. L'odeur flotte. Le verbe flotter, en général, il n'a pas de complément. C'est un verbe qui est toujours intransitif. On flotte à un endroit précis, sur la mer. Sur la mer, le dauphin flotte. Le dauphin sur la mer flotte. Le flotte, il est toujours intransitif. Donc le dans l'air, ce sera le complément de phrase. Le verbe, il sera intransitif. Flotter n'aura pas de COD. Il pense à son enfance. Sauf dans le cas bizarre de Descartes, je pense, donc je suis. Penser, il est toujours, quasi toujours, transitif. On a toujours besoin, c'est comme voir, c'est comme apercevoir. On a besoin de savoir ce qu'on aperçoit, ce qu'on voit, ce qu'on pense. Donc, je pense à son enfance, il pense à son enfance. Son enfance, c'est le complément du verbe, et il est séparé du verbe par une préposition à. Je le mettrai donc dans les transitifs, mais dans les transitifs indirects à cause de la préposition. Et puis, sur les deux dernières phrases, c'est pas très compliqué, mais sachant qu'il y a deux verbes dans la première. Il aimait quoi? Boire. Il aimait boire, ça veut dire quelque chose, il aimait boire. Mais il aimait tout court, ça n'a pas de sens. Donc le boire, il est complément d'objet direct de aimer. Conséquence de quoi? Aimer, il est transitif direct. Il a un complément qui est boire. Mais boire, il a aussi son complément. Boire quoi? Un bol de lait. Donc, boire a un complément qui est un grand bol de lait chaud, et aimer a un complément qui est boire. Ils sont tous les deux transitifs directs. Donc, tous les deux un complément qui est accroché. Comme le dernier exemple que nous avons là, il ouvre quoi? Le coffre. Et il ouvre, ça n'a pas de sens tout seul, il ouvre. J'ai nécessairement besoin de coffre au bout. Il ouvre le coffre, ça a du sens. Donc, coffre, c'est le complément de ouvrir. Il est donc transitif direct. Bon, ça c'est donc la manière de placer les verbes en fonction du fait qu'ils ont des compléments ou pas. Les verbes appartiennent au point de vue de leur conjugaison à trois groupes, premier, deuxième et troisième groupe, ER, IR et le reste. Mais au point de vue de la présence ou non d'un complément, les verbes, ils sont, selon ces trois modalités-là, c'est des verbes d'état. Ils n'ont pas de complément, et ils ont un complément qui leur est directement attaché ou qui est séparé par une préposition. Donc ça, c'est le classement des verbes en fonction de leur complément. Vous avez un autre exercice dans la même catégorie, vous le ferez si vous avez du temps ou si la notion vous paraît compliquée. La troisième salve, je ne pense pas qu'on puisse vous la demander, c'est comme la première sur les groupes des verbes, c'est classer les verbes en fonction de la personne et du nombre. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas vous le demander? Parce que les élèves savent faire ça. Les élèves savent classer que c'est trois personnes du présent, je, tu, il, et trois personnes du pluriel, nous, vous, il. Donc dire ça, c'est la première personne, ça, c'est la deuxième, ça, c'est la troisième. C'est quand même le niveau zéro de la grammaire. Donc ça m'étonnerait qu'on vous interroge là-dessus. Ce qu'on pourrait par contre vous demander, c'est isoler un verbe et puis vous interroger dessus.
et un en particulier qui serait les impératifs. Je viendrai dans un instant avec l'impératif. Pourquoi les impératifs? Parce que tous les verbes ont une conjugaison en regard de leur sujet. Et nous, ça obtiendra un ONS au bout. Et pourquoi il y a ONS? À cause du nous. Le EZ, il est là à cause du vous. Et donc, c'est le vous qui provoque le EZ. Donc, les personnes déterminent la terminaison du verbe. C'est les personnes déterminent la terminaison, sauf dans les impératifs. Les impératifs, ils ont 3 personnes. Mange, mangeons, mangez. Deuxième du pluriel, deuxième du singulier, première, deuxième du pluriel. Dors, dormons, dormez. Cours, on, courez. Monte, montons, montez. Et dans ces cas-là, la personne, elle est indiquée uniquement par la terminaison du verbe. Tous les verbes ont une terminaison qui dépend de leur sujet, mais dans les impératifs, il n'y a pas de sujet. Donc la personne est déterminée uniquement par la terminaison. Qu'est-ce que ça donnerait donc cette analyse dans ce petit exercice que vous avez ici? La soupe refroidissait a été, c'est une troisième personne, la soupe, troisième personne du singulier. Tous les convives tenaient à IENT, c'est une troisième personne du pluriel à cause de convives, qui est au pluriel. Attendait à IENT, toujours pareil à cause de les convives. Que le sermon finisse, troisième personne du singulier, à cause de sermon, qui est un singulier. L'orateur s'arrête, orateur, troisième personne du singulier. Tu as fait un beau discours, deuxième personne du singulier. Tu dis la mère Anselme, dit troisième personne du singulier à cause de mère Anselme. Et puis là, il y a un cas un peu particulier. Profitons, ONS, c'est une troisième personne, c'est une première personne du pluriel, pardon, première personne du pluriel. Pourquoi ONS? Parce que c'est un impératif, et les impératifs n'ont pas de sujet. Donc, c'est le ONS qui nous dit que c'est la première personne du pluriel. Bon, le reste n'a pas de difficulté particulièrement. On pourrait s'interroger sur il pleut, par exemple, mais on y reviendra à un autre moment. Le il de il pleut, on le dit impersonnel. C'est une tournure qu'on appelle impersonnelle. Ça signifie que le il n'est remplaçable par rien du tout. Si je vous dis il marche dans la rue, il, ça peut se remplacer par des centaines de choses. Le facteur marche dans la rue, le lapin marche dans la rue, le chat marche dans la rue, le chien marche dans la rue, le il marche dans la rue, il peut se remplacer par des dizaines et des dizaines de mots. En revanche, le il dans il pleut ne peut se remplacer par rien. C'est pas le ciel pleut, ça ne veut rien dire, ou le nuage pleut. Non, le il, c'est ce qu'on appelle un pronom impersonnel. Il y en a un autre, c'est le c'est, le C apostrophe. C'est l'heure, le C apostrophe ne peut se remplacer par rien du tout, sauf par un il est l'heure, qui est aussi un impersonnel. Donc dans il y a, il faut, c'est, dans aussi tout ce qui relève des verbes climatiques. Il neige, il pleut, il vente, il tonne. On a là un emploi particulier du il, qu'on appelle impersonnel. Il ne peut se remplacer par rien d'autre que lui-même. Mais on en reparlera, c'est ce qu'on appelle une forme de phrase. Bon, donc, classé en fonction de la personne et du nombre, 3 personnes au singulier et 3 personnes au pluriel, ça, les élèves savent faire. Alors, ce qui devient un peu plus compliqué, ce sera une autre forme d'interrogation sur les verbes, qui est l'interrogation sur les modes et sur les temps. Les modes et les temps. Autant vous dire qu'il va falloir que vous révisiez les temps.
vos tables de conjugaison. Le Becherel avec toutes les formes de conjugaison possibles de tous les verbes est d'un usage assez fréquent. Pourquoi? Parce que dans les questions du concours, on va isoler une forme. Ils seront venus, et on va vous dire qu'est-ce que c'est que ça, ils seront venus. Quel est le mode et quel est le temps de ce verbe-là? Ils furent venus. Ils furent venus. Qu'est-ce que c'est que ça, comme temps et comme mode? Que le sermon finisse. Finisse. Pourquoi c'est pas fini que le sermon finit? Non, c'est finisse. Quel est le mode? C'est un subjonctif. Pourquoi c'est un subjonctif? Donc la révision des temps et des modes, ça, ce sera une activité que vous pouvez faire comme ça, de temps en temps, réviser des tables de conjugaison, parce qu'on peut vous interroger sur les temps. Mais alors, moi, ce que je vais vous montrer, c'est ce sur quoi on peut vous interroger de manière plus fine que simplement la reconnaissance des temps et des modes, de manière plus précise. Les modes, tout d'abord. Les modes, en fonction des grammaires, on en a 5 ou 6. 5 ou 6 modes. Le mode le plus simple, non, pardon, le mode le plus compliqué, c'est le plus commun, c'est l'indicatif. Les modes, c'est des relations réelles. Voilà ce qu'on pourrait dire, c'est des relations entre ce que dit le verbe et la réalité. L'indicatif, ce que dit le verbe se réalisera, se réalise, s'est réalisé. Ce que dit l'indicatif, c'est que l'action est réelle. L'action est réelle. L'action a lieu, l'action aura lieu, l'action a eu lieu. J'achèterai du pain en rentrant, c'est dans le futur, mais ça aura lieu, je le ferai. J'ai acheté du pain avant de venir, ça a eu lieu. J'achète du pain en arrivant, ça a lieu. L'indicatif, qui se divise en 8 temps, l'indicatif, c'est un mode qui désigne le fait qui s'utilise quand l'action qui est décrite par le verbe a lieu, est réelle. Contrairement au conditionnel, on reconnaît condition dans conditionnel, l'action est possible. L'action n'est pas sûre. L'action est éventuelle. J'achèterai peut-être du pain en rentrant. En rentrant, j'achèterai peut-être du pain. J'achèterai du pain. Ah, yes au bout, j'achèterai. Ce n'est pas du tout sûr. Certaines grammaires fusionnent les deux modes. C'est pour ça qu'il n'y a que 5 modes dans certaines grammaires. Mais en fait, les modes ont quand même une petite distinction relativement claire entre l'indicatif, ça a lieu, et le conditionnel, c'est possible. Pourquoi est-ce qu'ils fusionnent? Parce qu'il y a des temps d'indicatifs qui peuvent avoir une valeur de conditionnel, comme le futur. J'y reviendrai tout à l'heure. Il viendra peut-être demain. Il viendra peut-être demain. C'est un futur, mais le peut-être fait que ça devient un peu conditionnel. Donc l'indicatif peut avoir une valeur de conditionnel. Donc certaines grammaires fusionnent les deux. Le subjonctif. Ah, subjonctif. Le plus incompréhensible des temps. Bon, pour l'instant, l'indicatif, c'est réel. Le conditionnel, c'est possible. C'est pas sûr. Le subjonctif. Le subjonctif indique que l'action du verbe dépend d'une autre action. L'action du verbe dépend d'une autre action. Le subjonctif, il s'emploie dans les propositions subordonnées. Il attend que le sermon, pas que le sermon finisse, mais que le sermon finisse. Et c'est un subjonctif. Et
cette action que le sermon finisse, elle dépend du verbe, elle dépend d'une action antérieure. Attendre. Il faut que je sois prêt. Et non pas il faut que je suis prêt. Le soit prêt dépend du verbe, de l'action il faut. Il est obligatoire. Il est obligatoire que vous veniez en avance. Et non pas que vous venez en avance. Pourquoi veniez? Parce que c'est un conditionnel, c'est un subjonctif. Et c'est un subjonctif parce que cette action que vous veniez dépend de il est obligatoire. Donc le subjonctif, il indique que l'action du verbe, elle est dépendante d'une autre action. Elle est toujours dans des propositions subordonnées, et c'est pour ça qu'on conjugue toujours le subjonctif avec le que qui va devant. Il faut que je sois prêt, il faut que tu sois prêt, qu'il soit prêt, que nous soyons prêts, que vous. Les subjonctifs se conjuguent avec le que tout le temps. Alors ça c'est des subordonnées relatives, mais c'est aussi des conjonctifs, des que, parce que, lorsque, c'est les composés de que. Il y en a trois bizarres, c'est comme, si et quand. Comme, si, quand. Mais sinon, c'est des composés de que. Quoique, bien que, lorsque, parce que. J'ai acheté un cahier pour qu'il fasse ses devoirs, non pas pour qu'il fasse ses devoirs. Le pour qu'il fasse dépend de j'ai acheté un cahier. Donc le subjonctif se conjugue toujours avec le que pour rappeler qu'il ne s'emploie que dans ces cas-là, que lorsqu'il est dans le deuxième morceau de la phrase. Que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, que nous fassions, que vous fassiez, qu'il fasse. On s'y attardera sur le subjonctif. Troisième mode, subjonctif. Quatrième, impératif. Ça va donner des ordres. Par exemple, faible. Fais-le. Voilà. Sors, mange, cours, grimpe, Envole-toi. envole-toi. Trois personnes, ce que je disais tout à l'heure. Deuxième du singulier. Première du pluriel. Deuxième du pluriel. Pourquoi? Parce que ça donne des ordres, mais ça donne des ordres aux personnes présentes. Donc c'est dans un échange de dialogue en général. Donc tu, vous, ou éventuellement nous. Partons maintenant. Nous tous. Partons, un ordre. L'impératif, donc, un ordre. Le réel, le possible, la relation entre deux actions, un ordre. Et puis, il nous en reste deux qui sont un peu plus compliqués que les autres. C'est le participe et l'infinitif. Sur chacun de ces éléments, je vais m'arrêter un peu longuement, hein, mais là, je vous donne juste les règles globales. Le participe, ça sert à quoi? Ça sert à fabriquer des temps composés. Premier usage, les temps composés. Dans l'indicatif, entre autres, on a 8 temps. On a le présent, l'imparfait, le futur et le passé simple. Je suis, j'étais, je serai, je fus. Mais avec ces 4 temps simples, on a 4 temps composés. Le passé composé, le plus que parfait, le futur antérieur et le passé antérieur. Je viens, je venais, je viendrai, je vins. Ça, c'est donc les temps simples. Et quand je veux fabriquer les temps composés, eh bien, j'utilise justement
les participes. Le verbe se met au participe. Donc, ça fait venu. Je suis venu. J'étais venu. Je serai venu. Je fus venu. Autant dire que le passé antérieur ne s'emploie jamais. Premier usage du participe, ça sert à fabriquer tous les temps composés. Tous les temps composés de n'importe quel verbe. Deuxième usage, ça sert à faire les adjectifs. Quand vous avez besoin d'un verbe, d'un adjectif qui découle d'un verbe. Et par exemple, mouiller. Mouiller, c'est un verbe. Premier goût. Mais si vous voulez dire que vous l'êtes, eh bien, vous utiliserez non pas la forme ER de l'infinitif, mais une forme particulière, et celle des participes. Je suis mouillé et eux. Je suis partant, je suis partante, vous êtes une fille. Partant, participe présent de partir. Fabriquer des adjectifs à partir des verbes. Et puis, le dernier élément, c'est fabriquer des propositions qu'on appelle participiales, et j'y reviendrai en ce temps. Les feuilles étant tombées, les arbres sont nus. Les feuilles étant tombées et les arbres sont nus. La route étant glissante, la voiture ralentit. Le contrat étant signé, ils se séparèrent. Et ça, c'est ce qu'on appelle des propositions participiales, parce que le verbe a une particularité, c'est qu'il est au participe. Donc les participes, ça sert à ces trois choses-là. Ça sert à fabriquer des temps composés, ça sert à fabriquer des adjectifs, et ça sert enfin à fabriquer des petits morceaux de phrases qu'on appelle des propositions participiales. Et puis, il nous reste l'infinitif. L'infinitif, le grand usage de l'infinitif, alors c'est la forme qu'on trouve dans le dictionnaire, hein, partir, manger, dormir, etc. Ça sert à fabriquer des compléments. Et les participes, ça sert à prendre des verbes pour en faire des adjectifs. L'infinitif, ça sert à prendre des verbes pour en faire des compléments. Alors, les compléments de quoi? Ben, de plusieurs choses. Des compléments d'une histoire, complément, je mets une préposition, ou, à, par, sans. Si je mets un verbe après, ben le verbe, il aura la forme particulière de l'infinitif. Une histoire, pour rire, une histoire à pleurer, une histoire sans rire, ouais, deux fois rire. Une histoire, faire peur. Faire peur. Quand je veux fabriquer un complément du nom avec un verbe, ben la forme que j'utilise, c'est celle de l'infinitif. Alors, question inversée, quand est-ce qu'on utilise l'infinitif? Pourquoi est-ce qu'on utilise l'infinitif dans ce texte? À chaque fois qu'on aura un infinitif qui sera complément d'un nom, le verbe sera un infinitif. Chaque fois qu'un verbe sera complément d'un nom, il sera un infinitif. Complément du nom. Complément de l'adjectif. Il est triste. À mourir. À mourir, ben c'est le complément de triste. Triste, à mourir.
complément d'adjectif. Quand j'ai un verbe, quand je veux mettre à un adjectif un complément qui soit un verbe, le verbe sera un infinitif. Complément du verbe lui-même. Je veux sortir, partir, manger, dormir, courir. Aux élèves, on leur explique de manière un peu non réaliste une règle qui est que quand deux verbes se suivent, le deuxième est un infinitif. Quand deux verbes se suivent, le deuxième est un infinitif. Mais en fait, ce n'est pas ça la règle. La règle, c'est que quand le verbe est un complément, il prend la forme de l'infinitif. Quand le verbe est un complément d'adjectif, il se met en infinitif. Quand le verbe est complément du nom, il se met à l'infinitif. Quand le verbe est complément d'un verbe, il se met à l'infinitif. Et puis, deux autres cas, quand on veut fabriquer des noms ou quand on veut fabriquer des sujets. Il m'a offert le boire et le manger. Le boire et le manger. Je fabrique un nom à partir d'un verbe, je mets le verbe à l'infinitif. Boire et le manger. Ou quand il est sujet, partir est impossible. Pourquoi est-ce que c'est partir à l'infinitif? Parce qu'il est sujet. Donc, vous voyez, en fait, l'infinitif, on a l'impression que c'est un temps qui ne sert à rien, l'infinitif. Mais en fait, il sert à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il sert à fabriquer les compléments du nom, les compléments d'adjectif, les compléments du verbe. Il sert à fabriquer des noms et à fabriquer des sujets. Et il y a une sixième, que je note pour l'instant, mais que je ne vais pas développer. Ça sert à fabriquer les propositions. Si ça, l'impératif, le participe fabrique des propositions participiales. L'infinitif sert à fabriquer des propositions infinitives. C'est un héritage du latin. Ça s'utilisait beaucoup en latin, ça s'utilise en français théoriquement, mais jamais personne ne s'en sert. Je regarde les enfants jouer. Je regarde les enfants jouer. Le sujet de regarder, c'est je. Le sujet de jouer, c'est les enfants. Et donc ça, les enfants jouer, ça forme une proposition qu'on appelle infinitive. Je regarde des feuilles tomber. Je regarde la mer se déchaîner. C'est grammatical, mais personne ne dit jamais ça. Je regarde les enfants qui jouent. Et donc c'est possible grammaticalement, je vous expliquerai ça une autre fois, c'est un héritage du latin. Donc il y a six usages de l'infinitif. Qu'est-ce qu'on peut vous demander? Dans le texte suivant, expliquer l'usage des infinitifs. Dans le texte suivant, expliquer l'usage de l'infinitif. Grand 1, grand 2, grand 3, grand 4, grand 5, grand 6. Il sert parce que. Alors, vous avez là un petit exercice. C'est sur la page suivante. J'ai sauté les participes. Je participe la prochaine fois. Donc, au verso de ma feuille, nous avons Blanche-Neige et les nains. Analyse des infinitifs. Les nains offrir à Blanche-Neige le coucher. Pourquoi c'est un infinitif et pas un participe? Et au bout, pourquoi c'est pas un verbe conjugué à un autre mode? C'est le mode infinitif. Pourquoi? Parce que ça fabrique un nom. Ici, le boire, le manger, ben, exemple du texte, le coucher. Quand j'ai besoin de fabriquer un nom à partir d'un verbe, je mets le verbe à l'infinitif. Donc, pourquoi ici, nous avons un infinitif dans cette phrase-là? Parce que l'infinitif sert à fabriquer un nom, le coucher. Elle souhaita rester avec eux. Oui.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Proposition infinitive. Elle souhaita rester avec eux. Pourquoi il y a un infinitif ici? Ben, les élèves ils diront parce que quand deux verbes se suivent, le deuxième est à l'infinitif. Souhaita rester. Et la vraie règle, c'est que on met un infinitif parce que ce verbe deuxième, il est complément du premier. Elle souhaita rester. Rester parce que rester est complément du verbe de souhaita. Bon, ben, je vous laisse essayer de finir ce petit. Voilà, vous avez les 6 catégories ici, essayez de répartir. Je vous laisse 5 minutes. Vous faites le petit exercice sur l'actif.
Donc, les nains offrirent à Blanche-Neige de coucher. On a dit le coucher, utilisé comme nom. Donc, je le mets dans la catégorie les nains offrirent à Blanche-Neige de coucher, utilisé comme non, c'est pas participe, évidemment infinitif. Deuxième phrase, il souhaita rester. Il peut rester, complète le resta. Donc, complément du verbe. Souhaita doit rester, rester, complément de son passé. L'infinitif, et comme complément du verbe. Partir était impossible. Alors, pourquoi partir? Sujet. Voilà. Il n'était pas possible. Le danger restait à envisager. Alors, danger, hein, c'est pas un verbe, un danger. Je dange, tu danges, il dange, nous dangeons, vous dangez. Non, mais envisager, évidemment, l'infinitif. Donc, rester à envisager, ben, il est complément du verbe rester. C'est un complément indirect. Donc, complément du verbe. Rester à quoi? À envisager. Complément du verbe rester. Elle leur donna de la bonne nourriture à manger. Elle leur donna quoi? De la nourriture. Et la nourriture, quelle caractéristique est là? À manger. Le à manger, c'est un complément du nom nourriture. À manger, complète nourriture. Elle leur donna de la bonne nourriture de la ferme, de la bonne nourriture du jardin, de la bonne nourriture du pays, de la bonne nourriture à manger. De à manger, complète nourriture. C'est donc un complément du nom. Elle nettoyait la cuisine, là-dedans, il n'y a pas d'infinitif. Les plats étaient froids au toucher. C'est un complément de froid. Donc, froid, c'est un adjectif. Donc, ça nous donne un complément de l'adjectif. Froid au toucher. Oui. Moi, je ça n'allait pas, on peut l'enlever de froid. Il veut être froid. Oui. Et donc, qu'est-ce que ça été froid? Oui, mais les compléments, on peut toujours les enlever. Si je dis le chat noir est sur la fenêtre, le chat est sur la fenêtre. Les compléments, ils peuvent s'enlever. Donc, c'est pas un critère trop. Puis, comme on ne peut pas le faire complément, on ne peut pas faire sujet, ni complément du nom, ni complément par défaut, il ne reste plus que celui-là. Comprendre était simple. Comprendre était simple. Sujet. Comprendre était simple. Qu'est-ce qui était simple? Comprendre. La sorcière voulait tuer. Et tuer Blanche-Neige. Complément du verbe. Il est quoi? Tuer. Vous l'aviez dit comment? Elle voulait quoi? Tuer. Tuer qui? Tuer Blanche-Neige. Il fallait quoi? Fuir ou mourir.
ces deux-là, ils sont aussi compléments du verbe. Il fallait quoi? Puis ou mobile. C'est le cas le plus habituel, hein, complément du verbe. Elle appréciait la vie campagnarde, là-dedans, il n'y a rien. Impossible de courir. Impossible, c'est un adjectif. Donc, impossible de courir. De courir, c'est un complément de courir. Impossible de marcher, impossible de courir, impossible de partir. Complément d'adjectif. Rester calme permettait de réfléchir plus sereinement. Alors, il y en a deux. Il y a rester permettait. Donc, celui-là, il est sujet. Et permettait de réfléchir. Celui-là, il est complément du verbe. Ça donne ça. Et que la grosse catégorie, c'est quand même. Pardon. Idée comme complément du verbe. Complément direct. Complément indirect à cause de la préposition. Complément direct. Complément direct. Complément indirect à cause du verbe. Ça, c'est une question qui est justifier l'emploi de l'infinitif dans ce texte. Pourquoi y a-t-il des adjectifs, des infinitifs? Il y a des infinitifs parce qu'ils ont un usage. Ils ont un usage particulier. Bon, alors j'aimerais qu'on finisse, on a encore peu de temps, je voudrais qu'on finisse sur une autre notion. On aborde seulement une autre notion. Et cette notion, c'est la valeur des temps. La valeur des temps. Qu'est-ce qu'on peut vous demander? On peut vous demander l'usage des modes. Je reprendrai chacun des modes. Je reprendrai l'infinitif quand on aura besoin. Je reprendrai le participe. Donc, je les reprendrai à différents moments, ces modes. Mais ce qu'on peut vous demander aussi, ce n'est pas simplement les modes, c'est ce qu'on appelle la valeur des temps. La valeur des temps. Alors, qu'est-ce que c'est que la valeur des temps? Bien, c'est le fait qu'on emploie les différents temps dans des circonstances très particulières. Il y a des emplois particuliers des différents temps. Alors, par exemple, à quoi ça sert un présent? Quand est-ce qu'on utilise le présent? Alors, il y a des choses très évidentes. Ça sert à raconter le présent. Raconter le présent. J'écris au tableau, je monte l'escalier, je pose mon manteau, ça dit l'action présente. Ah, c'est ça. Je dis l'action présente. Mais ça sert aussi à toutes sortes d'autres emplois. Il y a un présent, par exemple, d'habitude. Présent d'habitude. Le jeudi, je vais à la piscine. Ce n'est pas le jeudi. Donc, ce n'est pas l'action présente. Et pourtant, c'est un présent. Le jeudi, je vais à la piscine. Eh bien, ça donne la répétition. On appelle ça un présent d'habitude. On utilise le présent quand on a besoin de déclarer une action qui se répète. On a un présent qu'on dit de vérité générale ou de vérité universelle. Certaines grammaires parlent de valeur gnomique. La gnose, c'est une vérité. Bon. Vérité universelle, ça va bien.
C'est tout le langage des sciences. La Terre tourne autour du Soleil. L'eau bout à 100 degrés. Et l'eau bout à 100 degrés, je ne suis pas en train de faire bouillir de l'eau. Et pourtant, l'eau bout à 100 degrés. Vérité universelle. Le présent donne une idée de vérité universelle. À quoi ça sert encore le présent? Ça sert à donner des ordres, comme l'impératif. En rentrant, tu achètes du pain. C'est un ordre. Le futur a cette valeur-là aussi. En rentrant, tu achèteras du pain. Mais le présent, cette valeur-là. En rentrant, tu achètes du pain. Et puis enfin, il a une valeur de futur, ce qu'on appelle le futur proche. Futur proche. Qu'est-ce que futur proche? Avec le verbe aller beaucoup. Je vais garer la voiture. Je suis en train de garer la voiture. Mais je vais y aller. C'est ce qui va bientôt arriver. Je vais acheter du pain. C'est pas maintenant, mais ça va bientôt arriver. Quand on a un présent dans un texte, pourquoi est-ce qu'il est là? Ben, il est là parce qu'on utilise le présent dans tout un ensemble de circonstances. Et pourquoi est-ce qu'il y a un infinitif dans le texte? Il y a un infinitif dans le texte pour tout un ensemble de raisons. Ils sont ici. Pourquoi il y a un présent? Bien, il y a tout un ensemble de valeurs. J'en ai oublié une. C'est pour faire des descriptions. Le présent sert à faire des descriptions. La Joconde, elle est assise, elle a les mains croisées, elle sourit, un ensemble de présents. On utilise donc le présent pour raconter ce qui se passe. On appelle ça aussi un présent de narration. On raconte ce qui se passe. Pour dire des habitudes, pour dire des vérités générales, pour faire des descriptions, pour donner des ordres, ou pour dire ce qui va bientôt arriver. Si je prends l'imparfait, l'imparfait a un certain nombre de valeurs identiques au présent. Il y a un parfait, donc que fait-il? Ben, il raconte le passé, le présent raconte le présent, l'imparfait raconte le passé. Il marchait dans les bois, il montait l'escalier, il circulait entre les arbres, racontait le passé. Mais il y a une valeur aussi d'habitude. Le mardi, le jeudi, j'allais à la piscine. Le jeudi, j'allais à la piscine, habitude dans le passé. Comment on fait en anglais pour donner les... Il y a un verbe qui permet de dire l'habitude. Quel est ce verbe en anglais? C'est to use. I used to work on Monday. Et il y a une alternance entre le présent et le passé aussi. I am used working on Monday. Ça dépend de savoir si l'habitude est encore là. I am used to working, il y a le verbe être et le ing, ça veut dire que j'avais l'habitude et je l'ai encore. J'ai l'habitude de travailler le lundi. Quand il est que au passé, le verbe est un infinitif. I used to work on Monday. L'habitude est terminée. Ben, on a ça en français, mais c'est l'alternance entre le passé et l'imparfait. Entre le présent et l'imparfait. Le présent, c'est l'habitude qui continue à avoir lieu. L'imparfait, c'est l'habitude qui n'a plus lieu. Raconter le passé, dire l'habitude, décrire. Dans le récit, l'imparfait est généralement, la description est généralement l'imparfait. Et il y a une dernière notion à avoir très importante sur l'imparfait, c'est que ce sont généralement des actions longues qui sont décrites.
On les dit aussi non bornés dans le temps, non bornés, qui n'ont pas de borne. Et c'est ce qui fait la différence avec le passé simple et le passé composé. Qui, eux, sont dans le passé, mais des actions ponctuelles ou des actions courtes. Le chaperon marchait dans les bois quand il a vu le loup. Quand il a vu, c'est immédiat. Longue, il marchait, simple. Je montais l'escalier quand je tombais, c'est simple. Quand je suis tombé, c'est immédiat. L'imparfait par rapport au passé simple, passé composé, c'est des temps du récit, mais l'imparfait nous dit des actions qui durent dans le temps, quand le passé simple nous dit des actions qui sont ponctuelles à un moment précis. Alors, pour mettre ça en application, vous avez tout en bas, après les infinitifs, un texte de Chateaubriand. Je suis maintenant à Montboissier, sur les confins de la Beauce et du Perche. Le château de cette terre appartenant à Madame la comtesse Machin a été vendu et démoli pendant la Révolution. Il ne reste présent que 2 pavillons séparés par une grille, formant autrefois le logement du concierge. Hier au soir, je me promenais, imparfait, le ciel ressemblait à un ciel d'automne, un vent froid soufflait à intervalles. À la percée d'un fourré, je m'arrêtais, assez simple, pour regarder le soleil. Il s'enfonçait, imparfait, au-dessus de la tour d'Albut, d'où Gabriel avait vu comme moi, et après, il n'y en a plus. Alors, pourquoi des présents? Il y a 2 présents. Pourquoi le présent? Je suis maintenant à Montboissier. Ben, c'est l'action présente. Raconter le présent. Je suis maintenant. Et on en a un autre, le présent, 3 lignes plus loin. Il ne reste, sur le château, il ne reste que 2 pavillons séparés par une grille. Pourquoi est-ce qu'il emploie un présent ici? Ben, parce que s'il fait une description. Écrit de château. Il ne reste que. Donc le premier présent, je suis maintenant à Montboissier, l'action présente. Il ne reste de château que 2 jours. Description du château. Mais alors après, pourquoi les imparfaits? Donc je suis la ligne qui suit. Hier au soir, je me promenais seul. Ben, c'est l'action, raconter le passé, mais c'est une action lente, longue, qui dure. Je me promenais. Ça peut durer 2 ans, ça peut durer 3 jours. Je me promenais seul, ça peut durer longtemps. Donc je me promenais seul, une action longue. Raconter le passé, une action longue. Et puis là, il se met à faire une description. Le ciel ressemblait à un ciel d'automne. Point d'imparfait, parce que c'est une description. Le ciel ressemblait à un ciel d'automne. Le vent froid soufflait par intervalles. Description du moment passé. Description du moment passé, imparfait. Il y a 3 imparfaits qui suivent. Il y en a un qui nous raconte le récit, une action longue, je me promenais, et il y en a 2 qui font une description. Et comme il se passe quelque chose, un événement, d'un seul coup, on passe au passé simple. Je m'arrêtais. Action ponctuelle, rapide, immédiate. Le chaperon se promenait dans les bois quand il vit, passé simple, le loup. Quand il rencontra le loup, passé simple. Donc je m'arrêtais, passé simple, action courte, pour regarder le soleil et rebelote. Le soleil, eh bien, sur le dernier, je ne peux pas trop dire sa valeur. Disons que c'est soit c'est lent, une action longue, il s'enfonçait, ça prend du temps, soit c'est une description. Je m'arrête et je regarde, et qu'est-ce que je vois? Ben, je décris ce que je vois. Et sur le s'enfoncer, soit on pourrait le mettre en description, imparfait description, soit narration, action longue, il raconte ce qui se passe, le soleil s'enfonçait, et ça prend du temps. Donc, ce que nous faisons là, ça porte un nom, ça s'appelle regarder la valeur des temps. La valeur des temps,
c'est-à-dire les raisons qui font que dans un texte, il y a tel ou tel temps qui est utilisé. Pourquoi ce temps-là et pas un autre? Alors, pour compléter, nous en avons trois. Le futur a essentiellement trois valeurs. C'est l'action à venir, ça c'est évident, mais c'est aussi donner des ordres. Tu achèteras du pain, c'est un ordre. Ou, eh bien, fabriquer un conditionnel. Condition. Il viendra peut-être mardi. Oui, je ne suis pas sûr. C'est pour ça que certaines grammaires mettent le conditionnel finalement avec le futur, parce que, avec l'indicatif donc, et avec le futur singulièrement, parce que le futur, il a une valeur qui est justement une valeur de mise en doute. Le futur, ça sert à dire ce qui viendra, ça sert à donner des ordres, et ça sert à proposer les mises en doute, les mises en condition, en incertitude de ce que l'on raconte. Et puis enfin, je ne m'intéresserai pas aux trois qui restent, mais seulement à l'un, qui est le plus que parfait. Le plus que parfait. Le plus que parfait, il nous donne une idée d'antériorité du passé. Antériorité du passé. C'est, si vous préférez, le passé du passé. Pour le comprendre, c'est simple. Maintenant, ici, on est dans le passé et on va utiliser l'imparfait. Le chaperon se promenait. Mais on est dans le passé. Si je veux raconter quelque chose qui s'est passé avant, qu'est-ce que je vais utiliser? Ben, je vais utiliser un autre temps qu'on appelle le plus que parfait. Ce plus que parfait, il avait pris son chapeau. Il se promenait. Qu'est-ce qu'il avait fait avant de se promener? Bien, il avait pris son chapeau. Sa mère lui avait dit, allez voir sa grand-mère. Sa mère l'avait prévenu de ne pas parler au loup. Donc, dans le passé, l'action va se dérouler, le chaperon se promenait, il vit le loup. Là, je suis dans l'imparfait, je suis dans le passé simple, je suis dans le passé composé. Il a vu le loup. Le chaperon se promenait, il vit le loup, il a vu le loup. Imparfait, passé simple, passé composé. Mais quand je veux parler de l'avant, eh bien, j'ai besoin d'un autre temps qui est fabriqué avec l'auxiliaire à l'imparfait et le participe passé. Il avait pris son chapeau, il avait été mis en garde par sa mère, l'antériorité dans le passé antériorité. Bon, bah c'est tout pour aujourd'hui.